Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire mon petit bilan lecture vu que j'ai lu mes 4 livres. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de temps pour les lire mais vous comprendrez pourquoi. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter le livre de Steve Berry, La conspiration de l'ombre, aux éditions Cherche Midi. Voilà, donc on va partir sur 2 temporalités différentes. On va partir en fin avril 1945. En Allemagne, la guerre est perdue pour les Allemands. Hitler est dans son fameux bunker et on part de cette théorie. Est-ce que Hitler et Eva Braun se sont vraiment suicidés ce jour du 30 avril 1945? Ou est-ce qu'ils ont réussi à s'enfuir? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui s'est passé après? Voilà. Et on va être aussi en 2021 en Biélorussie avec notre fameux personnage récurrent, Cotton Malone, qui va avoir pour mission de trouver un dossier confidentiel explosif qui justement parlerait de cette fameuse théorie nazie. Voilà. Et ce n'est autre que l'actuelle chancelière allemande qui en a besoin parce qu'en Allemagne, dans le livre de Steve Berry bien sûr, c'est les fameuses élections pour élire un nouveau chancelier. Et l'actuelle chancelière allemande a très très peur de ne pas être élue. Donc elle voudrait, grâce à cette preuve, faire tomber son principal concurrent allemand. Voilà. Qui lui est fort. Son slogan c'est l'Allemagne aux Allemands et puis le reste dehors. Tout simplement. Donc voilà, donc elle voudrait faire tomber son principal concurrent. Et c'est grâce à ce dossier confidentiel explosif qu'elle arriverait, elle pense, à faire déjouer les pronostics au niveau de l'élection de cette nouvelle chancellerie, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc voilà. Donc on va être vraiment dans ce livre sur les traces des secrets, des fameux secrets nazis, pour Hitler et Eva Braun. Voilà. Donc comment vous dire que moi spécialement j'avais déjà lu un livre sur cette fameuse théorie et ce livre ce n'était autre que Les loups-garous d'Argentine, voilà, où on parle exactement de la même théorie mais dans Les loups d'Argentine l'auteur part autre part et puis il y a c'est d'autres personnages, c'est la même théorie mais écrit différemment, voilà. Ouais, écrit différemment, tout simplement. Et là, Steve Berry parle de la même théorie, mais il part tout à fait autre part. Voilà. Il écrit tout à fait autre chose, avec d'autres personnages, etc. etc. Donc j'ai bien aimé, même si ce livre, j'avoue, est fort politique. J'ai eu du mal au début parce qu'il faut vraiment... il faut s'accrocher, il faut être vraiment être très intéressé par cette période parce qu'on parle beaucoup des nazis et puis on va un petit peu dans le passé et puis on revient dans le présent et puis il y a beaucoup de théories qui sont mises en place et du coup on a un peu de mal au départ enfin en tout cas moi j'ai eu un petit peu de mal à suivre au départ et puis d'un seul coup j'ai été prise dans le truc et puis le livre se dit tout ça hein. De toute façon moi j'adore les livres de Steve Berry et voilà, je les achète tous et je les aime tous, quoi. J'adore la plume de l'auteur, j'adore ce côté historique qu'il donne parce qu'il parle de l'histoire avec un grand H. Et il arrive à en faire un peu un livre aussi d'aventure, surtout avec son personnage récurrent de Cotton Malone, voilà, qui est un personnage très très intéressant et surtout sa coéquipière Cassiopevic. Voilà, ce sont deux équipiers qui sont tous les deux très 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 intéressants. Donc voilà, voilà un peu ce que donne ce livre. Alors moi j'ai beaucoup aimé, mais je vous le répète, c'est très très politique, très très historique, donc il faut vraiment être intéressé par la Seconde Guerre mondiale et par cette théorie d'Hitler. Mais sinon, bon, ça c'est tout seul quoi. Donc voilà. Donc Steve Berry, La conspiration de l'ombre aux éditions Cherche Midi.
Donc en deuxième lecture, j'ai lu la suite des livres d'Arsène Lupin. Donc là, on est avec Arsène Lupin, Le Triangle d'Or, La pluie d'étincelles, donc par Maurice Leblanc, aux éditions Hachette Le Monde, que vous pourrez retrouver donc chez votre marchand de journaux. Voilà, c'est toute une série, c'est toute la série des Arsène Lupin. Et là, on est au tome 9, pardon, toutes mes confuses, 9. Au livre 9, donc là on va être avec, enfin on est d'abord en 1915, pendant la Première Guerre mondiale. On est avec une infirmière qui travaille à Paris. Voilà, et un soir, en ayant fini son travail, donc elle rentre chez elle tranquille, sauf qu'elle est suivie par une voiture assez étrange. Et dans cette voiture, il y a deux hommes qui, à un moment donné, vont réussir à essayer de la... Enfin, non, ils vont pas réussir. Ils vont tenter de la kidnapper, ils vont tenter de kidnapper cette infirmière. Heureusement, cette infirmière va être sauvée par des soldats qui l'adorent. Ils l'appellent Maman Coralie. Voilà, et ils vont réussir à empêcher cette tentative d'enlèvement. Et ils vont lui demander d'aller à la police pour porter plainte, tout simplement. Sauf que Maman Coralie ne va pas vouloir. Voilà. Elle va tout faire pour ne pas devoir aller à la police. Ce qui va sembler bizarre au capitaine... Alors, comment est-ce qu'il s'appelle déjà ce capitaine? Le capitaine Belval, si je ne me trompe pas. Oui, au capitaine Belval. Et ce capitaine Belval va avoir une importance dans cette histoire vu qu'il a un lien donc avec cette fameuse infirmière, Maman Coralie. Et voilà, et on va tomber dans cette histoire, on va en savoir les dessous, on va comprendre pourquoi est-ce que cette infirmière ne veut pas appeler la police, quel lien il y a entre elle et ce fameux capitaine Belval. Et voilà, et il y aura une suite. Pour ce livre, c'est Le Triangle d'Or et je ne sais plus, je l'ai là, Le Triangle d'Or et La victoire d'Arsène Lupin. Voilà. Sauf que dans ce livre-là, moi ce qui m'a étonné, c'est qu'on parle pas, enfin pour ainsi dire pas du tout, d'Arsène Lupin. Et j'ai été très étonnée, même si je pense qu'à un moment donné, le capitaine Belval va devoir faire appel donc à Arsène Lupin, vu que cette histoire prend un tournant tout à fait... comment dire, étrange. Voilà. Donc je pense qu'il va faire appel donc à Arsène Lupin à un moment donné. Quand je lirai le deuxième, je vous en dirai plus. Voilà, quand je saurai le fameux de cette histoire. Donc, comment vous dire que moi j'ai bien aimé. J'ai eu un petit peu peur au départ parce que comme ça parle de la Première Guerre mondiale, je me suis dit j'espère que ça va être intéressant. Parce que moi et la Première Guerre mondiale, c'est pas le bonheur le plus absolu. J'aime mieux la Seconde Guerre mondiale, voilà. C'est toujours une aussi belle plume, hein. Maurice Leblanc écrit très très bien. Voilà. Et je continue à acheter. Mais qu'est-ce qu'elle a bon, je vois. Et je continue à acheter toute la collection des Arsène Lupin. Bon, il m'en manque quelques-uns. J'essaye tant bien que mal de les avoir. Et puis voilà, et puis je continue de les lire. Donc Arsène Lupin, Le Triangle d'Or, La pluie d'étincelles, par Maurice Leblanc aux éditions Hachette Le Monde. Donc chez votre marchand de journaux, hein, c'est toute une série qui sort d'Arsène Lupin et moi j'adore. Surtout que le livre est magnifique, vous voyez ça. Hein. Le livre est très très beau et il ne coûte que 9,99 €. Voilà. Et il y a un très beau signé qui est ici. Voilà. Qui vous permet, enfin un très beau marque-page qu'on appelle un signé. Hein, voilà. Que vous pouvez mettre entre votre livre. Vous n'êtes même pas obligé de mettre un marque-page, hein, vu qu'il y en a un dans le livre. C'est ça qui est aussi bien. Et puis, le livre est super. C'est du costaud, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, voilà, quoi. C'est pas comment dire, une couverture trop fine. Les livres sont cartonnés, ils sont très très bien. Et moi, je trouve que ce sont de très beaux livres. Voilà. Alors, en troisième lecture, donc j'ai lu un livre d'un auteur que je connaissais de nom, que je n'avais jamais lu, que j'ai trouvé donc à Mont-Leclerc, à mon espace culturel, voilà, et qui ne coûtait pas cher, c'était un livre de poche, et je me suis dit, comme c'est le premier, je vais commencer par celui-là, je verrai bien si j'aime ou pas.
Et je ne vous fais pas durer le suspense plus longtemps. Vu que j'ai lu Bernard Werber, Les souris en livre de poche. Les fourmis, pourquoi les souris? Je sais pas. Les fourmis en livre de poche. Alors c'est un livre, alors au départ je me suis dit est-ce que je vais aimer ou pas. Le seul mot que j'ai lu et qui m'a fait le prendre c'est au fil d'un thriller unique. Voilà, c'est le mot thriller. Je me suis dit c'est un thriller, je vais essayer. Je ne sais pas ce que les fourmis viennent faire là-dedans. Et comme il y avait beaucoup de retours positifs par rapport à ce livre qui date de quelques années déjà, hein, il date de, alors je ne sais pas si c'est marqué là, apparemment de 1991. Donc ça date, voilà, donc il y a beaucoup de gens qui l'ont lu et beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé. Je me suis dit pourquoi pas, et comme il coûtait pas cher, je me suis dit je vais me lancer. On verra bien ce que ça donne avec cet auteur. Alors au début j'ai eu un petit peu, comment vous dire ça, j'ai eu beaucoup de mal avec ce livre, voilà. Parce qu'on est sur deux choses complètement parallèles. On est d'abord avec un homme. Alors, un homme qui s'appelle Jonathan Wells. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, voilà. Jonathan Wells, qui hérite de la maison de son oncle, voilà, qu'il ne connaissait pas. L'histoire se passe à Paris. Son oncle est décédé, il lui lègue sa maison. Il n'a vu son oncle qu'une fois quand il était tout petit. Le seul souvenir qu'il ait de lui, c'est qu'il lui faisait faire l'avion. Voilà. Et c'était un oncle très étrange. Il était entomologiste. Voilà. Et Jonathan Wells va découvrir qu'il étudiait les fourmis. Voilà, tout simplement. Et un jour, Jonathan va chez sa... Alors attendez, que je me trompe pas. Chez sa grande-tante ou... Enfin voilà, la mère de son oncle. Tout simplement, il va voir la mère de son oncle. Et la mère de son oncle va lui donner un papier que son oncle lui aurait donné. Et en lisant le papier, Jonathan est très très étonné parce que son oncle lui demande de ne pas aller à la cave de la maison. Et il trouve ça très étrange. Sauf que, un concours de circonstances va faire que Jonathan va devoir aller dans cette cave pour récupérer son chien. Voilà, tout simplement. Enfin, le chien de la famille. Parce que le chien de la famille a atterri dans la cave et on entend ses aboiements dans cette cave très très sombre et Jonathan va devoir y aller. Donc il va y aller et il ne va pas revenir avant 3 jours. Donc on se pose la question, pourquoi est-ce que Jonathan reste bloqué dans cette cave 3 jours? Et au bout de 3 jours, il va revenir avec le cadavre du chien qui apparemment a été mangé, on va dire. Enfin, il est dans un piteux état. Enfin, il est mort, hein. Le chien est mort. Dans un piteux état. Et on trouve ça très très étrange. Et au fur et à mesure, Jonathan va vouloir retourner dans cette cave et il va y retourner et comment dire ça? Et au fur et à mesure qu'il va y aller, il va plus revenir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et sa femme va trouver ça très très étrange. Et entre-temps, en parallèle de cette histoire, on va être aussi avec les fameuses fourmis. Voilà, les fourmis rousses. Et on va, comment dire, suivre ces petites fourmis, suivre leur vie de fourmis. On va en suivre quelques-unes et on va comprendre leur façon de vivre, leur façon de s'organiser. Elles s'organisent par caste. Donc on a les fourmis, comment dire, on a des fourmis guerrières, on a des fourmis nourrices, on a des fourmis exploratrices, on a des fourmis, on a la reine des fourmis, voilà, qui pond des œufs et qui fait des bébés à tire-larigot, hein, voilà. On a les fourmis sexuées, les fourmis asexuées, enfin on a plein de petites choses comme ça. Et on va suivre la vie de ces petites fourmis, surtout d'une. Voilà, ces fourmis qui ont des numéros, voilà, on leur donne des numéros à la naissance. Et elles ont chacun un rôle dans la fourmilière. Et on va suivre 3-4 fourmis, voilà, qui vont vivre des aventures assez extraordinaires. Alors au début, on va pas comprendre quel lien il y a entre ces fourmis et Jonathan, voilà, qui est toujours dans cette cave, qui ne donne plus signe de vie à sa famille. La femme de Jonathan va vouloir récupérer son mari, donc elle va aller aussi dans cette cave et elle-même va disparaître. Au bout d'un moment, le fils va s'inquiéter, il va appeler la police. La police va aller dans cette cave, une équipe de la police
va disparaître à son tour. Et ça va être comme ça tout au fur et à mesure du livre, on va lire comme ça. Et puis on va trouver ça étrange, on va se dire mais qu'est-ce qui se passe dans cette cave? Pourquoi est-ce que tout le monde disparaît au fur et à mesure? Qu'est-ce qui peut bien avoir de si mystérieux dans cette cave? Et puis voilà, et puis on va suivre cette petite histoire avec ces fourmis, avec Jonathan et tout. Et au bout d'un moment, on va se rendre compte, mais tout à la fin, les pièces du puzzle vont finir par toutes s'assembler. Et au final, on va avoir le dénouement final, en fait. Hein, on va comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que toutes ces personnes disparaissent? Quel est le lien entre ces personnes et les fourmis? Et on va kiffer. On va kiffer cette fin. Voilà, moi c'est vraiment la fin que j'ai adorée parce qu'à la fin on comprend le pourquoi du comment et la fin est géniale. Voilà, alors au début j'ai eu un petit peu de mal parce que c'est dur quand on lit comment dire, quand on lit un auteur qu'on ne connaît pas la plume, qu'on ne connaît pas dans quel univers on va aller, qu'on a déjà entendu parler, mais Bernard Werber il part dans des choses assez comment dire, peut-être écologiques, il nous fait nous poser beaucoup de questions par rapport à nous individus, hein, parce que nous on a un petit peu comme ces petites fourmis, on a chacun voilà, on a les pauvres, on a les riches, on a les voilà les plus aisés, les moins aisés, on a ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, voilà, nous aussi on est comme les petites fourmis, nous aussi on bosse, nous aussi enfin voilà, on est un petit peu comme ces petites fourmis là. Et on se pose beaucoup de questions par rapport à notre société, par rapport à notre mode de vie, de fonctionnement, par rapport voilà quoi, à toutes ces lois où on doit faire attention et tout. Et puis c'est un peu pareil vis-à-vis des fourmis. Elles doivent aussi se débrouiller seules et puis essayer comment dire, de continuer leur vie et puis voilà, et puis de faire face aux prédateurs aussi. Hein. Mais on va aussi parler d'insectes, on va aussi parler d'araignées, on parle aussi de montres religieuses. Voilà, il y a beaucoup de petites choses dont on va parler dans ce livre. Et c'est très intéressant. Voilà, il y a aussi entre-temps, il y a aussi l'oncle de Jonathan qui a fait une encyclopédie. Alors c'est l'encyclopédie, et je vais jamais retenir le nom. C'est l'encyclopédie du savoir relatif et absolu qui va nous parler de la vie de ces fourmis et d'autres insectes, et puis de la vie en général, hein, de notre vie à nous, de la vie de la société, comment est-ce que la société est, voilà, comment on vit dans cette fameuse société et tout. Et c'est ce qui va arriver entre deux, quoi, vous voyez. Attendez, que je vous fasse voir. Voilà. Par exemple, alors attendez, non, je vais peut-être prendre Ah, j'avais trouvé un bon truc. Là, voilà. Voilà. Ici, par exemple, vous avez du texte. Vous voyez là, ici, vous avez du texte normal. Et d'un seul coup, vous allez avoir un petit texte en italique ici. Voilà. Et c'est ça. C'est l'encyclopédie, là, que je ne me trompe pas, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Et voilà. Et entre deux, donc vous voyez, vous allez avoir du texte comme ça. Et puis ça va nous parler des fourmis, d'autres insectes, de notre vie à nous, voilà, de comment on fonctionne, ce qui se passe sur la Terre, enfin bref, voilà, des petites théories comme ça. Et voilà, et c'est ce que Bernard Werber va nous expliquer dans tout son livre là. Et moi j'ai eu beaucoup de mal au départ avec ce livre parce que je me demandais où il voulait en venir quel lien il y avait entre ces fourmis, entre Jonathan Wells. Et en fait on a vraiment la réponse à ces questions, mais à la fin du livre, et on est pressé d'arriver à la fin en fait pour avoir les fameuses réponses à nos questions, voilà, qu'on se pose. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Alors bien sûr il y a des suites à ce livre là. Il y en a il y a deux autres suites, donc là c'est les fourmis, mais on a aussi, si j'arrive à trouver, on a aussi, et je vais pas réussir à le trouver, on a les fourmis et on a, bah alors les fourmis et je vais pas réussir à trouver. Les fourmis, bah alors, ah, il y a les fourmis. Enfin bref, il y a trois. Peut-être après. Non.
Enfin bref. Ah oui, c'est long, voilà. Il y a les fourmis, le jour des fourmis et la révélation des fourmis. Donc là, j'ai lu les fourmis. Et je pense que je lirai le jour des fourmis et la révélation des fourmis. Voilà, tout simplement. Donc si vous aimez Bernard Werber, mais que vous ne l'avez jamais lu et que vous avez envie de tenter votre chance, bah allez-y, lancez-vous parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Même si on sait tout à la fin, on a vraiment envie de lire ce livre jusqu'au bout, justement pour savoir le dénouement de l'histoire. Voilà. Donc Bernard Werber, Les fourmis, aux éditions Le Livre de Poche. Je vais y arriver. Voilà. Donc voilà mon troisième livre. Et en quatrième livre, c'est le livre qui m'a pris le plus de temps à lire. Parce que c'est un livre où il n'y a pas, pour ainsi dire, pas de dialogue. Voilà. Donc j'ai lu le livre d'Edgar Allan Poe, Le Chat Noir, et autres histoires extraordinaires. Donc là, on est avec une vingtaine de petites nouvelles, dont Le Chat Noir, voilà, ce qui est la première nouvelle. Et comment vous dire que c'est assez spécial la façon dont Edgar Allan Poe écrit ses livres. Parce que on est sur des histoires un peu d'horreur, d'horreur, un peu de sombre. Voilà, c'est des personnages torturés par la vie, c'est des personnages qui deviennent des alcooliques, ou des personnages qui ont des vies assez spéciales. Voilà, il n'y a pas beaucoup de nouvelles que j'ai aimées là-dedans, il n'y en a que 3-4. Parce que, comme je vous l'ai dit, très très peu de dialogue. Franchement, et il y a des nouvelles qui sont beaucoup plus longues que d'autres. Du coup, j'ai mis du temps à les lire, même si je trouve que la couverture est magnifique. Voilà, c'est une très très belle couverture. C'est une édition spéciale. C'est aussi un livre que vous achetez chez votre marchand de journaux. Voilà, c'est The Classic Collection. Et ce sont, comment dire, des livres qui sortent, des livres fantastiques, vous savez, d'auteurs fantastiques, d'auteurs de science-fiction, qui ont été dans cette collection, qui sont dans cette collection-là, comme les livres que j'ai lus, Mary Shelley avec Frankenstein, vous voyez, il y a aussi là, Le Monde perdu de Conan Doyle, il va y avoir aussi Dr Jekyll et Mr Hyde, il va y avoir, il y a aussi Dorian Gray, enfin vous voyez tout ce qui est fantastique, science-fiction, horreur, terreur, et puis voilà quoi, c'est tout des petits livres comme ça. Alors j'ai voulu lire Edgar Allan Poe parce que je n'avais jamais lu cet auteur, et c'est pas un auteur que je relirai parce que c'est un auteur très spécial. Faut vraiment s'accrocher au niveau de ces histoires, de ces petites nouvelles. Il y a des nouvelles relativement courtes qui sont assez sympas à lire. Il y en a d'autres beaucoup plus longues qui demandent un peu plus de réflexion. Voilà. Donc en tout cas c'est un auteur très spécial. Voilà. Mais au moins je peux dire que j'ai déjà lu du Edgar Allan Poe. Voilà, si on parle de lui, je vais pouvoir dire voilà, j'ai lu Le Chat Noir et autres histoires extraordinaires. Voilà, voilà. Donc si vous êtes tenté, allez-y. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le livre est magnifique et il y a de très très belles illustrations, mais pareil, les illustrations, c'est des illustrations très spéciales. Voilà. Voilà une des illustrations, enfin vous voyez le genre d'illustration que c'est, donc vous voyez un peu les personnages que j'ai lus. Des fois c'était des personnages bizarres. Hein. Alors attendez, que je vous en trouve une autre. Si j'en trouve là, ici. Regardez. Comme quoi c'est vraiment horreur. Hein. Là ici, dans cette histoire-là, le personnage était victime de cataplexie. Donc c'est-à-dire que la personne, quand elle dormait, elle pouvait ne plus se réveiller. On pouvait la croire morte, sauf qu'elle n'était pas morte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cet homme nous raconte que d'autres personnes ont cette maladie-là. Et donc on les croit mortes, donc on les fait aller dans des... Comment dire, aux médecins légistes pour les autopsier. Et en fait, au moment où ils sont prêts à être autopsiés, ils se réveillent. Voilà, parce qu'ils ne sont vraiment pas morts, mais c'est parce qu'on ne sent plus leur cœur battre. Leur cœur bat, mais très très faiblement, donc on pense qu'ils sont morts, sauf qu'ils ne sont pas morts. Donc voilà, donc c'est des petites histoires comme ça, assez sympathiques pour certaines et assez étranges pour d'autres. Voilà. Donc Le Chat Noir et autres
Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe. Voilà. Donc voilà pour mon petit bilan lecture. Et là maintenant je vais vous présenter donc mes futures lectures. Voilà. Donc je suis en train de lire Angela Marson, Nos monstres, aux éditions Belfond Noir. Voilà, donc on est là ici dans un thriller psychologique avec le fameux personnage récurrent de Angela Marson, Kim Stone. Voilà. Qu'on a retrouvé dans Le pensionnat des innocents. Oui, des innocentes. Voilà, que j'avais beaucoup aimé. Donc je me suis lancée dans son 2e tome. Donc on verra ce que ça donne. Alors pour l'instant je suis qu'au début. Voilà, il n'y a pas beaucoup de pages. Un peu plus de 300. Voilà, ça ne fait même pas 400 pages. Voilà. Je vais lire un Arsène Lupin, donc la suite. Le Triangle d'or et la victoire d'Arsène Lupin, donc par Maurice Leblanc. Voilà, qui est le tome 10. Après, je vais lire le livre de Bill Clinton et de James Patterson, La fille du président, aux éditions J.C. Lattès. Voilà, j'avais déjà lu leur premier livre qui était Le président a disparu. Donc voilà. Et en dernier livre, donc je vais lire le livre de Arthur Conan Doyle, Le monde perdu, aux éditions Classique Collection. Voilà. Donc Arthur Conan Doyle, c'est l'auteur de Sherlock Holmes. Donc je pense que je vais mieux aimer celui-là parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai vu, il y a beaucoup plus de dialogue. Et moi, j'aime pas les livres sans dialogue, c'est affreux. Ça me fait peur. À chaque fois que je vois des livres sans dialogue, je panique. Voilà, je comprends pas les gens qui aiment pas qui arrivent à lire des livres sans dialogue. Mais bon, après chacun ses goûts, hein, je ne critique pas, loin de là. Voilà. Donc voilà pour mon bilan lecture, voilà pour mes prochaines lectures. Je vous referai une vidéo donc dans pas longtemps. Mais là, ça sera un book haul parce que je me suis acheté 4 livres et il faut que je vous les présente. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, un très bon week-end et je vous dis à tous à la prochaine. Bye bye.